Les politiques, en réalité, n'attendent que ça. C'est mon sentiment profond. C'est tellement facile pour eux de se dédouaner de toute responsabilité et de dire, aller au JT et de dire, chers concitoyens, chères concitoyennes, par la faute de ces affreux néerlandais et allemands, nous allons vivre l'austérité. C'est le confort absolu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu la situation globale de l'immobilier en France ? Alors l'immobilier, c'est un gros secteur très vaste, donc aujourd'hui c'est pas tout l'immobilier qui va mal. Là où ça souffre le plus, c'est dans la production de nouveaux logements, ce qu'on appelle la promotion immobilière ou la construction. On était sur 450 000 logements, on va dire, mis en chantier par an avant la remontée des taux d'intérêt. Aujourd'hui on est plutôt à 280 000, donc ça fait un gros trou. La raison est assez simple, hein. On est passé de 0%, du moins on va dire 0 à 4% de taux d'intérêt, la remontée des taux d'intérêt la plus brutale de l'histoire économique moderne, et donc ça a fait beaucoup de mal. On pourrait se dire qu'il manque 150 000 logements en moins construits chaque année, c'est pas très grave. Et en réalité, c'est grave parce que ça a des effets d'enchaînement sur le reste du marché. C'est-à-dire que les ménages qui ne sont pas rentrés dans ces nouveaux logements pour y devenir soit propriétaires, soit locataires, ils restent dans leur location qu'ils occupent actuellement. Et donc, par ricochet ou par effet de réaction en chaîne, ça bloque, ça ne permet pas la libération de ces logements pour des nouveaux ménages qui arrivent. Ces nouveaux ménages, c'est des étudiants, c'est des gens qui divorcent, c'est des travailleurs qui changent de ville. Et donc, on voit bien que ce blocage sur l'immobilier neuf, la production de nouveaux logements, a des impacts en chaîne sur l'intégralité du marché. Du coup, les prix se comportent comment en France ? Est-ce qu'on est sur une augmentation, une stagnation, surtout ces dernières années ? Alors, les prix, depuis la remontée des taux d'intérêt directeurs, donc depuis, on va dire, 2 ans et demi, ont chuté, ont baissé, moins que les volumes. C'est-à-dire qu'il y a eu un ajustement plus par les volumes que par les prix. Autrement dit, les gens, ils n'ont pas envie d'assumer une baisse de moins 10 ou moins 15% de leur logement, et donc, ils ne le remettent plus en vente. Donc, on a eu un effondrement de moins 40% des transactions, et on a eu une baisse relative que de 10 ou 15% des prix, assez homothétique partout sur le territoire. Il y a des zones qui sont plus concernés. On a beaucoup parlé du centre de Paris parce que c'est un peu donc c'est les prix les plus élevés de France, c'est un peu le miroir. Mais dans la réalité, on a plutôt vu une baisse à 2 chiffres, assez homothétique sur le territoire. Elle va pas au-delà. C'est ce qu'on voit aussi. Hein. Depuis quelques mois, on commence à avoir une stabilisation, voire un léger rebond. Donc, on sait que c'était ça l'ordre de grandeur. Et je pense que, après, je pense pas qu'on reconnaîtra une hausse des prix aussi forte qu'on a connue avant Covid, avec ces taux d'intérêt directeurs très bas. Mais je pense qu'on va rester à peu près au niveau. On est quand même à un niveau, quand on regarde par rapport aux revenus, à la capacité des ménages, au bout d'un moment, les prix peuvent pas monter jusqu'au ciel, et donc on est stabilisé à un niveau qui est un niveau. Justement, du point de vue des ménages, pour les consommateurs, où on se situe ? Est-ce que la part de l'immobilier et du logement dans le revenu disponible est plus importante aujourd'hui ? Est-ce qu'elle stagne ? Est-ce qu'on est sur des évolutions qui sont homogènes, qui concernent tout le monde, ou est-ce qu'il y a des gagnants et des perdants ? Ouais, alors elle augmente fortement. Grosso modo, elle est passée de 18% au début des années 2000 à dernier chiffre qu'on a, c'est l'enquête logement de 2013, donc qui est assez vieux, mais on était autour de 21%. Et aujourd'hui, on est plutôt au-dessus de 25%. C'est un peu on n'a pas d'analyse INSEE là-dessus, mais c'est un peu ce que se dit. Là, on est sur la part du logement uniquement. Donc, c'est le loyer moins les APL. Après, il faut rajouter les dépenses contraintes liées au logement, l'énergie, évidemment, pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, les assurances, et puis tout un ensemble, les charges de copropriété, tout un ensemble de choses qui peuvent jouer. Donc, 25, on est vraiment dessus. Ce qui est intéressant, c'est la disparité. Parce que le chiffre moyen, il veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, vous avez 4 ménages sur 10 en France, donc 40% des ménages qui, eux, sont propriétaires de leur résidence principale avec un crédit qui a été fini d'être remboursé. Eux, ils ne consacrent que 7% de leurs dépenses au logement, puisqu'ils ne consacrent plus que l'entretien, maintenance, réparation classique. À l'inverse, vous avez dans le parc social, vous avez les locataires du parc social, ils consacrent plutôt une vingtaine de pourcents. Les locataires du parc privé, c'est ceux qui font qui ont un effort très important, ils sont plutôt à 30% et plus. Et des ménages accédants, donc qui sont encore en train de rembourser leur crédit, eux, ils peuvent aller jusqu'à 45%. Les ménages les plus modestes qui acquièrent, donc eux, ils sont à 45% de taux d'effort.
Le taux voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Il y a une très forte disparité et ça explique pourquoi la crise du logement n'est pas vécue de la même façon dans l'intégralité du spectre de la population. Si vous êtes propriétaire et que les prix augmentent, pour vous, c'est plutôt une bonne chose. Si vous êtes locataire du parc privé et que en fait vous êtes soumis à la hausse des loyers et à pas pouvoir trouver un logement, vous n'êtes pas très content de la crise. Mais on a vraiment un spectre assez différent en fonction des situations individuelles de chacun. D'ailleurs, je crois qu'il y a une donnée qui est assez marquante, c'est le nombre de salaires, enfin d'années de salaire médian qu'il faut, notamment à Paris, mais j'imagine qu'il y a des corrélations en France, pour s'acheter un appartement. Je crois qu'il y a 20 ou 30 ans, il fallait 5 années de salaire médian pour pouvoir acheter un appartement à Paris, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose comme 25 années de salaire médian pour acheter un appartement à Paris. Est-ce qu'on a des données comme ça qui montrent vraiment que depuis les années, les 30 glorieuses, 70, puis 80, 90, début des années 2000, où le prix des logements restait quand même accessible, même à Paris, qui marque une vraie rupture pour les ménages et une vraie difficulté par rapport à avant. Alors, il est certain que les prix de l'immobilier ont augmenté plus vite que la dynamique des salaires et même plus vite que la production de richesse dans le pays. De manière très forte, l'Île-de-France, j'avais calculé, sur 20 ans, les prix immobiliers ont cru 2 fois plus vite que la production de richesse dans le territoire. Donc, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire quand il se passe ça? C'est qu'il y a des effets de redistribution au sein de la population. C'est-à-dire que ceux qui sont propriétaires voient leur patrimoine s'accroître plus vite que ceux qui n'ont pas de patrimoine au début, peu importe la distribution, et la création de richesse ne vient pas corriger ça. Et donc ça, c'est un phénomène qui est réel. C'est un phénomène qui, comme je l'ai dit, je pense que la hausse des prix va se calmer. En tout cas, je doute qu'on ait une croissance aussi forte que l'on a eu dans le passé, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, la capacité d'accès au crédit a été bridée. On a le taux maximum de 25 ans, on a le taux maximum de 35% du taux d'effort, donc la capacité du ménage le mensualité rapportée à son budget, et on a des taux d'intérêt directeurs qui sont plus élevés que la période précédente. Donc tout ça mis bout à bout fait que la capacité du crédit est moindre. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ménages qui recyclent l'épargne immobilière qu'ils ont eue ou que leurs parents leur ont transmis pour acheter du bien immobilier. Et donc c'est là où se joue un jeu, je ne sais pas s'il est dangereux, mais en tout cas qui peut créer un ressentiment social à un moment. C'est que on n'achète plus de l'immobilier avec du salaire, on achète de l'immobilier avec de l'immobilier. C'est presque du troc aujourd'hui. Mes parents me transmettent en héritage un appartement, je le revends, j'utilise la plus-value, parce qu'il y avait forcément une plus-value, pour acheter moi-même mon appartement. Et donc ce mécanisme-là, il aboutit à une concentration et une concentration de la richesse. Et il va être exacerbé parce qu'on a connu dans les années 2015 à 2012 à 2020, on a connu les taux d'intérêt directeurs les plus bas de l'histoire économique moderne. Négatif pour le taux d'intérêt directeur et pour le taux d'emprunt de l'épargnant pour les meilleurs dossiers, entre 0,5 et 1%. On n'a pas eu plus de ménages propriétaires dans l'intervalle. C'est-à-dire que le nombre de ménages propriétaires était à 56% des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2006. Il est à 56% en 2025. Donc on n'a pas réussi à créer de ménages propriétaires en plus dans cette période-là. Par contre, ce qu'on a créé, c'est des investisseurs, des multipropriétaires, des surinvestisseurs, des gens qui, parce que la France est un paradis de l'endettement, et ça je pense qu'il faut que les gens l'aient en tête, en France on peut emprunter sur des périodes très longues, 25 ans, avec des taux fixes, à des taux très bas, et sans apport. Ce cocktail-là, ces 4 critères n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Dans les autres pays, vous pouvez avoir 3 d'entre eux, mais vous devez avoir un fort apport. C'est exceptionnel. Et en plus, on avait une pratique de marché dans les années 2010 à 2020 qui était que les banques ne considéraient que le coût net de l'investissement, c'est-à-dire les mensualités moins le loyer. Et donc les gens pouvaient dire j'ai un très gros loyer, et donc ça permettait de multiplier les opérations. Et donc c'est constitué dans ces années-là une classe de multipropriétaires, donc des gens qui ont acquis de l'immobilier. On a des statistiques de l'INSEE maintenant qui nous le montrent. L'INSEE avait fait, moi j'avais tiré la sonnette d'alarme en 2018, l'INSEE avait fait une première étude en 2000, on a des statistiques sur 2022, et c'est encore pire évidemment sur 2025. On a une classe de multipropriétaires, et cette classe de multipropriétaires, un jour, elle va transmettre son patrimoine, et donc on va aboutir encore plus à cet effet de concentration. Même s'il y a quand même des
taxation lors de l'héritage. Bien sûr, bien sûr. Et après la transmission immobilière en France, par le jeu de la SCI, est quand même pas un loophole, mais en tout cas c'est un canal dans lequel on peut défiscaliser une grande partie de la transmission du patrimoine immobilier. D'accord, donc ça peut continuer à se transmettre. C'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a un appauvrissement des ménages du fait du renchérissement du coût du logement, hors les multipropriétaires, et que dans le même temps, on a une inflation sur un certain nombre de prix, notamment depuis 2020. Je pense notamment aux prix de l'alimentation qui ont augmenté. Donc ça veut dire que on n'a pas énormément augmenté le PIB par habitant, on n'a pas énormément augmenté le revenu médian. Et par contre, tout ce qu'on doit sortir comme argent en dépenses contraintes sont très importantes, et ce qui démontre que agir sur l'immobilier, au fond, est quelque chose qui doit être une priorité nationale économique. Et on a vu qu'on est aussi soumis à un certain nombre d'impératifs, notamment l'impératif environnemental, et que on est dans un système français et européen. Le système européen est celui qui est le plus normé au monde, et le système français dans le système européen est un des plus normés. Je crois que c'est ce qui a présidé à la rédaction de votre rapport. Oui, tout à fait. Effectivement, tous les pays qui ont connu des croissances économiques exceptionnelles, Corée du Sud, Pologne, sont des pays où le coût du logement dans le budget des ménages est très modeste. Ouais. Très modeste. Et j'ai fait une étude qui montrait cette corrélation-là, qui est que un coût du logement très abordable est une condition sine qua non pour connaître une période de prospérité économique. Tout simplement parce que quand vous avez ce budget qui est très important dans les ménages, vous l'avez dit, c'est plus de dépenses contraintes, c'est moins de consommation, c'est un stress parce que le fait de perdre son loyer, de perdre le logement qu'on occupe est très stressant. Donc les gens, ça coupe les mobilités résidentielles, ça coupe les mobilités éducatives, ça coupe les mobilités professionnelles. Et donc, un des critères de réussite, c'est de réussir à maintenir un niveau de la part du logement dans les dépenses des habitants en dessous de 20%. C'est vraiment un chiffre un peu magique, sachant que, et ça, je termine là-dessus, après je répondrai à la question sur le rapport, mais sachant qu'on a aussi un seuil maximum à 30%. Je m'explique, mais le pays qui a le moins construit par rapport à sa population, c'est le Royaume-Uni. Donc qui vit dans une sorte de tension absolue entre les besoins de logement et l'offre de logement. Et je me suis intéressé à me dire, mais s'il y a pas assez de logement, quel est le montant maximum que les gens peuvent consacrer? Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est 32%. Et en fait, c'est un tunnel entre 30 et 33, quoi. Et en fait, on voit que le ménage ne peut pas matériellement consacrer plus de 33%. Après, ce qui se passe, c'est des stratégies de colocation forcée. Et donc, en fait, les gens restent chez leurs parents, les gens se mettent en colocation, et donc ils réduisent le coût du logement par la colocation forcée. Mais c'est intéressant de se dire que l'idéal, c'est en dessous de 20. Et le max, c'est 33. Et c'est assez logique, on le comprend assez bien. D'ailleurs, le fait que le taux d'effort maximum en France soit 35, c'est pas non plus une absurdité, c'est qu'au-dessus du tiers, ça devient quelque chose d'insupportable. Voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est intéressant de donner ces deux bornes. Sur la question environnementale, effectivement, la ministre du Logement, Valérie Létard, m'a sollicité en mi-mars pour me confier une mission d'évaluation de la réglementation environnementale 2020. Qui préside la norme de la construction. Et elle l'a fait dans sa lettre de mission en demandant d'évaluer notamment l'impact de cette réglementation, qui est une réglementation très lourde puisqu'elle a 4 jalons, 2022, 2025, 2028, 2031, avec plusieurs seuils à respecter pour chacun de ces jalons, en questionnant l'impact sur l'offre et la demande de logement. Alors, connaissant que dans un secteur qui était déjà soumis à cette réduction forte de la production, que j'ai évoqué précédemment, est-ce que cette réglementation participait en plus, additionnellement, à la réduction de l'offre. Et donc, c'est une mission que j'ai réalisée entre bénévoles, je précise toujours parce que les gens pensent qu'on est rémunéré pour ce type d'exercice, totalement bénévolement et totalement de manière indépendante, puisque j'ai tout écrit de A à Z. La mise en page est signée Bibi, donc... Et l'idée est assez simple, ça a été de dire... quelle est la hausse des coûts liée à cette réglementation? Parce que la réglementation ne vient pas, il n'y a pas de free lunch, donc la réglementation a un coût. Et quelle est l'élasticité prix des acquéreurs? Les acquéreurs, quand un bien devient plus cher, ils en achètent moins. Si le prix de la baguette monte à 2,70, les gens mangeront moins de pain. Donc c'est ce qu'on regarde, l'élasticité
de la demande, ce que les gens consomment, et puis l'élasticité de l'offre. C'est-à-dire que les promoteurs, s'ils pensent qu'ils vont vendre le logement plus cher à cause des coûts, ils vont construire moins parce qu'ils ont moins de ressources à mettre dedans, et ainsi de suite. Et je résume rapidement, mais mon analyse est qu'on a des surcoûts de cette politique publique qui sont de 11%, donc c'est quand même pas anodin, alors qui finissent par s'atténuer par le jeu, ce qu'on appelle les effets d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a un surcoût initial, puis après les gens trouvent des nouvelles méthodes, des nouveaux matériaux, et donc ça diminue progressivement. Un surcoût juste lié aux réglementations. À la norme RE 2020, et c'est encore une fois 4 jalons, différents seuils par jalon. Il y a des objectifs de décarbonation, des objectifs d'isolation, des objectifs de conformité, donc plein de petits objectifs qui, mis bout à bout, ont forcément un impact important. On interdit le gaz, on rend le gaz quasiment impossible, donc il faut changer les chaudières gaz par des pompes à chaleur, donc tout ça a quand même un surcoût. Et mon analyse est de dire, à la fin, ça nous conduit à une perte de logement sur la période 2021-2035 de 211 000 logements dans mon scénario médian, qui est un scénario optimiste, 372 000 logements manquants dans le scénario dur et 112 dans le scénario bas. Mon scénario ma logique est entre le scénario dur et le médian. Donc, tout ça, on ajoute déjà au logement manquant du fait de la hausse des taux, Exactement. des changements, mutations macroéconomiques, etc. C'est donc entre 200 et 350 000 logements manquants. Donc là aussi, on peut toujours se dire, c'est pas très grave, c'est jamais, il y en a 34 millions des logements, donc c'est jamais que 1% du parc qui est manquant. Le problème, c'est que c'est des logements manquants au bon endroit. C'est-à-dire que ceux qu'on construit, dans les logements, les 34 millions, s'il y en a 3 millions déjà vides, structurellement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont dans des zones où il y a plus personne qui veut y aller. Les logements qu'on construit, on les construit plutôt au bon endroit. Donc, en fait, ceux qui manquent, ils manquent de manière beaucoup plus forte. Et quand on regarde, il faut pas comparer par rapport au stock. Il faudrait comparer par rapport au stock disponible de logements. C'est pas seulement par rapport à l'ensemble du stock, c'est trop facile de comparer. Il faut comparer par rapport à ce qui est en tension. Et aujourd'hui, ce stock disponible, il s'est réduit comme peau de chagrin, il y a quasiment plus de stock disponible. Et donc, ces 300 ou ces 212 000 ou 342 000 logements manquants, ils vont peser ils pèsent lourd en réalité dans l'équation finale. Et par rapport aux autres pays, on se situe sur une réglementation plus rigoureuse, plus rigide. C'est un choix 100% français. Dans le logement, les réglementations, on peut difficilement incriminer l'Europe. C'est-à-dire que pour le coup, la réglementation sur le DPE, donc dans l'ancien, et la réglementation sur la RE 2020 dans le neuf, sont des inventions françaises. Et pour le DPE, on l'a poussé au niveau européen. Donc parfois, on incrimine l'Europe en surtransposition. Là, pour le coup, c'est nous qui avons fait un truc assez exigeant, on va pas dire plus, et qui l'avons poussé au niveau de l'Europe. Sur la RE 2020, c'est à peu près la même chose. On a choisi de faire la politique la plus ambitieuse d'Europe. Il y a en cours des discussions au niveau de l'Europe pour faire quelque chose de similaire, mais on a choisi dès le début de ne pas suivre la norme européenne et de se mettre dans un cadre plus contraignant. Donc on fait quelque chose de plus contraignant. J'explique en une seconde ce qu'on fait exactement. On mesure le poids carbone du bâtiment. Donc c'est un exercice intellectuellement extrêmement complexe, puisqu'en fait, il faut que pour chacun des briques du bâtiment, vous puissiez aller voir le fournisseur et qu'il fasse une étude carbone du poids carbone de chacun des équipements. Évidemment, à la fin, lui-même, faut qu'il aille se tourner, le gars qui fabrique du verre, faut qu'il aille se tourner vers le gars qui lui vend du sable pour lui dire combien il y a de CO2 dans ton sable et combien il y a de CO2 entre le transport jusqu'à mon usine et dans mon usine, machin. C'est un exercice intellectuel extrêmement complexe, avec plein de marges d'erreur à chacune des étapes du calcul. Et à la fin, on finit tout ça en disant il faut que vous respectiez 655 de kilogrammes de CO2 par mètre carré. Évidemment, c'est là où il y a une ambivalence, c'est que on peut pas avoir des marges d'erreur partout et puis à la fin donner un seuil d'airain en disant c'est comme ça et pas autrement. Et donc c'est l'idée de mes propositions est un petit peu de desserrer ou d'huiler un peu la contrainte par rapport à ça. J'imagine que dans la rédaction du rapport, vous avez été en lien avec un certain nombre de professionnels. Comment ils vivent ça ? Alors c'est une loi qui est la RE 2020, c'est une loi qui est passionnante. C'est pas une loi, c'est un décret, donc déjà en soi c'est passionnant parce que le contrôle politique est extrêmement faible. Il y a une place donnée aux experts qui est immense. C'est un texte qui a été très concerté. C'est intéressant, sur le papier on pourrait se dire c'est bien, l'État fait de la concertation et n'impose pas une. Il a été très concerté avec les fabricants de matériaux, les promoteurs immobiliers, les constructeurs de bâtiments. Sauf que à la fin, eux, ils vendent un bâtiment et ils partent.
ceux qui vivent dedans, ceux qui payent, et eux, ils arrivent à passer des surcoûts vers l'acquéreur final, faut pas se leurrer. Ceux qui payent, c'est les bailleurs sociaux et les ménages individuels, les acquéreurs individuels. Et ceux-là, on les écoute pas dans ce type de concertation, parce que personne ne va être capable de fédérer les futurs acquéreurs individuels du logement neuf. Et donc, tout mon parti pris a été de dire, très bien, j'écoute la profession qui a participé à l'élaboration du texte, mais je vais essayer surtout d'aller écouter les acquéreurs. Et donc, les bailleurs sociaux et les ménages. Et donc, c'est sûr qu'on entend des choses très différentes, parce qu'une des façons de respecter les seuils de cette règle, par exemple, c'est de faire des logements beaucoup plus bas en hauteur. Moins de hauteur, moins de carbone, sur la même surface de mètres carrés. Le balcon, je le supprime. Moins de carbone sur la même surface de mètres carrés. Le bâtiment, au lieu de le faire traversant, je le fais mono-orienté. Moins de fenêtres, moins de carbone. Sauf qu'à la fin, tous ces petits reniements, ou renoncements plutôt, qu'est-ce qui les supporte? C'est le ménage qui s'achète un truc où il sera pas agréable à vivre, où il aura pas d'espace extérieur, il aura de la lumière mais pas en quantité suffisante, et il aura aussi lui l'impression que le toit lui tombe sur la tête. Et donc c'est des lois qui sont intéressantes. Encore une fois, c'est pas une loi, c'est un texte, mais c'est des règlements qui sont intéressants parce que vous avez une forte concertation, mais vous écoutez tout le monde et à la fin ils finissent que par refléter leurs intérêts. C'est bien normal, je veux dire, l'intérêt privé et le piège est de... En plus, dans les lois les plus complexes ont un effet assez pervers, c'est que les coûts irrécupérables, ce qu'on appelle les sunk costs en anglais, sont tellement importants pour les acteurs qui se sont conformés à cette loi que l'acteur devient le défenseur de la mauvaise loi. Puisque lui l'a fait. À long terme, évidemment, il aura un intérêt à la disparition de la loi, mais à court ou moyen terme, il voit juste les coûts irrécupérables qu'il a investis. Le gars qui a fait toutes les fiches dont je parlais, les fiches carbone et tout, il a dépensé des centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions. Lui, il se dit, non, je vais pas gaspiller ce travail qui est fait. Alors à long terme, mais aujourd'hui dans les entreprises, personne ne raisonne à 50 ans. Le gars qui est en charge du projet, il raisonne à 3 ans. Dans 3 ans, il change de poste, peut-être même il change d'entreprise. Et donc, on a un effet assez incroyable avec ces lois, c'est que les lois les plus complexes portent en elles-mêmes leur propre protection. Et donc, ça veut dire que concrètement, avec cette réglementation, ce décret, on va avoir des logements qui vont être moins agréables à vivre. Alors, aujourd'hui, il est un peu tôt pour faire une affirmation aussi péremptoire, et c'est ce que j'exprime dans le rapport. Je dis, présente un risque de. Et je trouve qu'on ne devrait mettre aucun promoteur immobilier ou constructeur de logement dans une situation où il arbitre entre le carbone et le confort et la qualité d'usage. Tout simplement parce que les bénéfices carbone qu'on imagine, ils sont d'une part très fantasmés, ils sont théoriques. Ils sont pas fantasmés, mais ils sont théoriques. On parle de quelques kilogrammes de CO2 par mètre carré. À la fin, la RE 2020 ne fait infléchir l'empreinte carbone du pays que de 1%. Donc c'est pas beaucoup quand même. Et donc on est d'airain, ou en tout cas on est très rigide sur des objectifs carbone qui n'ont pas d'impact au niveau global. Alors moi je suis pas dans l'école de dire ça sert à rien de faire des efforts, les Chinois polluent plus que nous, ce serait trop facile. Et le 1% mis bout à bout peut faire 15%, 20%. Faut pas être dogmatique dans cette position-là. Mais il faut pas être dogmatique dans l'autre position de dire non, là il y a 10 kilos de CO2 par mètre carré pour cet appartement, les gens n'auront pas de balcon. Parce que la perte, c'est une perte matérielle immédiate et une perte de qualité de vie immédiate pour la personne qui habite là-dedans. Et donc, il ne faut jamais mettre quelqu'un en situation d'arbitrer du carbone compte de la qualité d'usage dans les bâtiments. Et donc, mon propos est de dire, je ne sais pas si aujourd'hui ça se passe réellement comme ça. Il y a un fort risque que ça se passe comme ça. Et donc, ma recommandation est d'éviter de mettre quelqu'un dans la situation de faire cet arbitrage-là. Et l'impact environnemental, alors il est peut-être dur évidemment à mesurer aujourd'hui puisque c'est récent comme décret, même si ça fait quand même plusieurs années. Mais dans les évaluations, les estimations que vous en avez, est-ce que ça remplit toutes les promesses ou ça reste plus nuancé? On aura du mal à faire un avant-après, parce que autant dans l'ancien c'est assez facile de faire l'avant-après. Vous faites un bâtiment non rénové, vous regardez ses factures, le bâtiment rénové, on regarde les émissions et c'est assez simple de mesurer. Dans le neuf, c'est contrefactuel, c'est-à-dire que le bâtiment de demain, il respecte ce seuil carbone. Moi, les simulations que j'ai faites sont, comme je le dis, on est sur un gain maximal de 1,2% de l'empreinte carbone du pays, de l'empreinte carbone actuelle. Si je me projette dans une empreinte carbone 2030, on est peut-être au-dessus, en dessous. On a, en plus, ce 1,2, il est maximaliste. J'explique en une seconde pourquoi. On n'a pas des références de tous les matériaux dans le bâtiment.
C'est chimérique. Donc, ce qu'a fait l'État, c'est quand il y a pas quand le fabricant a pas fait une déclaration spécifique en disant, ça, sur mon produit, j'ai tel poids carbone, l'État a mis des valeurs par défaut en disant, la brique, comme il n'y a pas de fabricant qui l'a mis, la valeur par défaut, c'est ça. Sauf que les valeurs par défaut qu'il a mises, pour encourager les gens à faire à faire des fiches spécifiques, il a mis des valeurs par défaut qui sont délirantes. Et donc, quand je remplace une valeur par défaut délirante de l'État par une valeur réelle d'un fabricant, j'ai économisé des tonnes de carbone. Mais dans la vraie vie, j'ai pas du tout économisé ces tonnes de carbone parce que le gars qui fabrique une brique et le gars qui fabrique une brique, il y a peut-être un écart de 5%. Il y a des processus qui sont meilleurs que d'autres. C'est pas peut-être 10%, 15%, 20%, mais il n'est pas de 200%. Et donc, en fait, j'efface du carbone qui n'a jamais existé. Et donc, même dans cette politique publique, dans les 1,2%, il y a peut-être 0,2, 0,3% qui ne seront jamais que de l'effacement d'un carbone qui n'a jamais été émis dans l'atmosphère et qui était un carbone purement inventé. Et c'est sur la dimension carbone, et c'est écrit dans le GIEC le dit. Le GIEC dit que l'estimation de la participation du CO2 au réchauffement climatique, il le pondère entre plus ou moins 20%. C'est ça la réalité des instruments de mesure. Et nous, on est dans une norme où on demande de faire 2 chiffres après la virgule. Et donc, au bout d'un moment, c'est pas pour dire qu'il faut pas le faire, mais il faut percevoir ces réglementations comme une trajectoire à aller, et pas des choses d'airain à dire si vous le respectez pas, on vous met en prison ou on vous enlève votre autorisation de faire des bâtiments. Pour conclure, du coup, sur le sujet, quelles sont les grandes recommandations pour concilier des choses qui paraissent un petit peu contradictoires aujourd'hui? Alors, c'est 23 propositions, c'est très technique. Donc, le rapport est en ligne, vous pouvez le retrouver. La ministre a retenu le choix de mettre les 23 propositions à la concertation pour les passer au décret. Donc, quelque part, je l'en remercie. C'est une estimation de la qualité du travail. Il y a eu beaucoup de professionnels du secteur qui ont apporté leur soutien à ce texte-là. La proposition phare, et ça permettra de caractériser ou de saluer le caractère un peu ubuesque de cette norme, la façon de calculer les fiches carbone des produits a changé en 2019. C'est une norme européenne. Alors la norme, c'est pas une norme au sens, c'est pas la Commission européenne, c'est les industriels au sens de la normalisation. Donc les industriels européens se sont mis ensemble, ils ont dit pour définir le poids carbone d'un objet quelconque, il faut suivre cette méthodologie. En 2019, donc avant l'élaboration de la RE 2020, ils changent en disant on avait une V1, on passe dans une V2. Très bien. Nous, on a construit toute la réglementation sur la V1. Et la V2 arrive en France là en fin d'année. Sauf que la V2 est beaucoup plus contraignante que la V1. Et donc, en fait, avec ce changement du thermomètre, ce changement de l'instrument de mesure dans l'intervalle, c'est comme si on rajoutait un 5e jalon. On fait 2022, 2025, 2026, 2028, 2031. Et donc, ma proposition phare est de dire, qui peut sembler bateau, mais en même temps qui est quand même, il faut malheureusement l'exprimer pour l'obtenir, qui est de dire, en fait, puisqu'on a changé le thermomètre, recalculons le seuil de départ avec le thermomètre de la version numéro 2. Et aussi basique que ça puisse paraître, il y a quelques esprits chagrins qui, en fait, je pense, avaient en tête qu'ils voulaient exiger un effort supplémentaire impossible à obtenir du logement, qui disent non, il faut absolument qu'on reste sur la valeur, la méthode initiale. Donc ça, c'est la mesure phare, je dirais. Après, il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment très techniques. Il y en a une qui est très importante à mes yeux, qui est de permettre libérer la production de froid dans le bâtiment neuf. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la climatisation, qui en fait, dans son vrai nom, c'est la production de froid. La production de froid est pas interdite, mais elle est quasi rendue impossible par la réglementation dans le logement neuf. Et ça, c'est dingue parce que on a besoin de froid dans le bâtiment. Mais on a l'impression, puisque on est l'été en ce moment, qu'il y a moins de climatisation partout qu'avant. En fait, encore une fois, c'est très intéressant. Personne ne savait m'expliquer pourquoi. Et donc, j'ai dû rentrer dans les 1833 pages du moteur de calcul de la RE 2020 et notamment de sa partie thermique. Jusqu'à ce que je découvre que quand vous annoncez avoir un équipement de production de froid dans un immeuble, le moteur de calcul considère que votre immeuble est tout le temps fermé. Les volets ne sont jamais ouverts. Or, tout le moteur de calcul est construit sur le fait de dire que la nuit, vous ouvrez vos volets pour bénéficier du rafraîchissement nocturne.
Donc là, vos volets sont toujours fermés, votre équipement de production de froid tourne en permanence, l'appartement n'est jamais rafraîchi par le froid nocturne naturel, et donc ça vous fait exploser votre consommation et ça vous fait exploser votre obligation d'isolation qui est liée à ça. Donc vous devez mettre des quantités d'isolants qui sont beaucoup trop onéreux pour n'importe quel constructeur, et donc la personne raye l'équipement de production de froid et raye l'équipement d'isolation. Et donc c'est dingue que par un choix paramétrique obscur, encore une fois, il est au milieu de 1833 pages, on en arrive à une conséquence. Il n'y a plus de climatisation sur le bâtiment neuf. Alors, il y en a en fait, on a remplacé les chaudières à gaz par des pompes à chaleur RR. Les pompes à chaleur sont un équipement qui est réversible. C'est-à-dire qu'une pompe à chaleur peut emmener des calories de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. C'est construit comme ça. Donc, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que beaucoup de pompes RR dans les maisons actuellement, les gens ne déclarent juste, ils disent « je m'engage sur l'honneur à ne jamais utiliser le froid ». Évidemment, l'été venu, ils appuient sur, puisque c'est un bouton, ils appuient sur un bouton et ils passent la pompe à chaleur en mode froid. Donc, la loi est tartuffe, mais bon, à la rigueur, ça peut arriver. Ça me dépasse, mais c'est pas très grave. Ce qui est gênant, c'est dans les immeubles collectifs. Dans les immeubles collectifs, quand un bailleur social, un syndic de copropriété, un promoteur dit « je n'ai pas d'équipement de production de froid », s'il le met en route, il se fait attaquer. Il se fait pas attaquer, mais il a un risque légal. Et donc, comme c'est des gens qui respectent la loi, pour le coup, eux, c'est pas comme le ménage qui est, la loi, c'est personne qui va aller vérifier que le ménage n'utilise pas le froid. Donc ça, c'est pas très grave. Mais là, le promoteur, il se dit, ou le bailleur, il se dit, bah non, moi, je vais pas me mettre en risque juridique. Donc, il bride l'équipement. Et donc, on a mis en place un équipement qui est capable de produire du froid, qu'on bride volontairement à cause d'une réglementation qui en interdit, pas qui en interdit, mais qui a été construite de telle façon qu'elle rend la déclaration de l'équipement de froid impossible. Ça veut dire que même sur de l'existant aujourd'hui, c'est pour ça que quand on va dans des restaurants, des bâtiments, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de climatisation qu'avant. Alors, dans l'ancien, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Pour le coup, la réglementation n'est pas impactante. Donc là, mais on a des trucs absurdes. Je donne un exemple. Il y a une proposition de loi actuellement proposée par la NUPES avec quelques voix du centre qui se sont égaré là-dessus, sur les bouilloires thermiques. Les bouilloires thermiques, c'est essayer de calquer la réglementation de la RE 2020 sur le confort d'été, donc sur la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment quand il fait chaud, dans l'ancien. Le confort thermique tel qu'il est calculé dans le DPE ne prend pas en compte les équipements de production de froid. Donc, vous pouvez... Et la loi dit, si vous avez un logement en inconfort d'été, vous pouvez poursuivre, il est en indécence, donc c'est comme la même chose que si c'est une passoire thermique, donc vous pouvez poursuivre le bailleur comme ça. Donc vous pouvez imaginer une situation totalement incongrue où vous, bailleur, propriétaire, vous avez mis la climatisation au service de votre locataire, ce n'est pas compté dans le DPE, le locataire de mauvaise foi dit « Ah non, mais moi, là, si je fais le calcul DPE, je suis en inconfort d'été », et vous poursuivre pour indécence et ne paye plus son loyer. Merci la loi absurde sur les bouilloires thermiques. Eh ben, sur un point de vue peut-être plus macro, hors secteur immobilier, il y a quelques semaines, vous étiez sur BFM Business où vous avez déroulé un risque très fort sur la dette française. Je simplifie, mais vous allez expliquer que en fait l'État, donc notre pays, s'endette, mais s'endette pas comme, vous l'avez dit, un ménage sur 10, 15, 20, 25 ans, mais s'endette sur des durées beaucoup plus courtes. Et ce qui réduit, je crois que c'était de l'ordre de 6, 8 ans, du coup, ce qui augmente le risque, puisque la durée est réduite. On est à un moment donné où, pour reprendre la Cour des comptes en février dernier, où les dépenses de l'État sont devenues incontrôlables, en roue libre. Est-ce que le risque, il est réel maintenant d'un effondrement, d'un accident de la dette, c'est-à-dire l'État peut plus se refinancer, donc toutes les dépenses qui sont dans les services publics, pour les autoroutes, pour les infirmiers, les professeurs, peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Est-ce que ce risque-là, d'un défaut de paiement de l'État ou d'un accident de dette, il est réel? Oui, à une proportion statistique à mesurer, mais est-ce qu'il existe pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 3 à 6 mois?
Bon, moi j'ai une vision assez pessimiste là-dessus, mais malheureusement qui est étayée par ma connaissance du sujet. Peut-être juste réexpliquer comment fonctionne la dette souveraine, qui est effectivement très différente de la dette des ménages. L'État s'endette et l'État s'endette sur des durées qui vont être plutôt effectivement court terme. L'emprunt star, c'est le 10 ans, et la dette publique de l'État, effectivement, a une durée moyenne de 8,2 ans. L'État emprunte en in fine, c'est-à-dire qu'il emprunte, il rémunère le détenteur du coupon avec un taux d'intérêt, mais il ne rembourse pas, il n'amortit pas son emprunt. Et donc, à la fin de la période, des 5, des 10, des 25, l'État emprunte jusqu'à 50 ans, mais c'est une très courte proportion de des emprunts. Il doit refinancer la dette, puisqu'en fait, à la fin de la période, il doit rembourser l'intégralité du capital à la personne qui lui a prêté. Donc, on n'est pas du tout dans une vision amortie, comme le fait un ménage qui, lui, emprunte, il paye le taux d'intérêt, mais en plus, il amortit une partie de l'emprunt. Et donc, ça fait que chaque année, il faut aller rechercher de la nouvelle dette si vous n'avez pas un budget en équilibre, et on va y revenir, et en plus, refinancer votre ancienne dette. La France a en plus une autre particularité, c'est que on a un très fort déficit. On n'a pas du tout un équilibre entre nos revenus et nos dépenses. C'est pas totalement illogique. La logique économique veut que, comme l'État investisse pour le futur, il puisse présenter de manière assez structurelle un déficit ou un écart entre les recettes et les dépenses. Somme toute, c'est pas illogique. Sauf que nous, on est arrivé à des niveaux d'indiscipline budgétaire hallucinants. Je donne juste 2 chiffres. Avant Covid, on était autour de 90 milliards par an de déficit, donc d'écart entre les recettes et les dépenses. Aujourd'hui, on est à 190 milliards. 190 milliards, c'est 2700 € par Français. Dans un pays où le niveau de vie moyen non, c'est même pas par Français, le niveau de vie moyen, c'est plus par ménage, mais bon, est autour de 24 000, c'est un 13e mois. Donc c'est un 13e mois qui est versé par l'État. Alors les gens vont dire non mais c'est pas moi qui le touche en direct. Oui, mais on le touche tous en indirect, par un bout ou un autre, on le touche. Donc les ordres de grandeur sont absolument disproportionnés. Et le dernier point, donc une dette qu'il faut refinancer, un déficit public qui est important et donc qu'il faut refinancer. Et puis la dette, ce qu'il faut voir, c'est que son refinancement s'opère dans des conditions de crédit moins bonnes qu'auparavant. C'est-à-dire que avant, l'État empruntait à des taux négatifs. Donc ça lui coûtait rien de rembourser. L'État emprunte 100 milliards. Chaque année, à la fin, au lieu de rendre 100, il rendra 90. Bon, on se dit, vas-y, c'est la meilleure opération à faire. Sauf que maintenant, l'État emprunte plutôt à 3,2, 3,3, 3,4. Donc les 100, chaque année, il faut donner 3 milliards en plus. 100, 3 milliards, 100, 3 milliards. Donc c'est ça qui se passe actuellement. Et le dernier point qui est assez particulier dans le cas français, donc une forte dette qu'il faut refinancer, un déficit public incontrôlable qui augmente notre besoin d'endettement chaque année. Et troisième mistigris, c'est que la France a la particularité d'être le pays développé avec la dette la plus détenue par des étrangers, par des non-résidents. En soi, c'est pas un drame, sauf que c'est un drame quand il y a du stress. Pourquoi ? Parce que quand il y a du stress, quand la dette est détenue par vos banques et vos assureurs, vous passez un coup de fil à l'assureur du coin et vous lui dites « si je tombe, tu tombes ». Donc la relation... Si le gars, il est à Jeddah, à Tokyo ou à Oslo, lui, il vend. Tu vas arbitrer ses investissements. Et on est à combien ? On est à plus de 50% détenus par l'étranger. On est à 53% détenus par des non-résidents. On est à 25% détenus par la Banque de France sous l'égide de l'Eurosystème. C'est justement toute la période Covid où la dette était achetée par la Banque centrale. Et on a 10% par des banques françaises, 10% par les assureurs français. Les Français, contrairement à la mythologie qu'on raconte souvent, ne sont pas si exposés que ça à la dette française. L'année dernière, les épargnants français ont acheté plus de dettes américaines, 100 milliards, que de dettes françaises, 90 milliards. Parce qu'ils savent. On est les mieux informés sur l'état réel du public du pays. Donc les Français ne sont pas aveugles sur ces... Et par rapport aux autres pays, les États-Unis ou l'Allemagne, par exemple, quand ils ont de l'endettement, il est moins exposé aux investisseurs étrangers. L'Allemagne, c'est 40% de non-résidents. Le Royaume-Uni, c'est 28%.
Les États-Unis, donc beaucoup de gens disent la dette américaine n'est détenue qu'à 30% par des non-résidents. Autrement dit, une grande partie de la dette américaine est détenue par des résidents. Quand votre dette est détenue par des résidents, vous êtes dans le même bateau. Donc, en fait, grosso modo, vous pouvez vos épargnants ou vos fiscalités, c'est la même chose. Vous rasez les épargnants, vous augmentez les impôts, c'est quasiment kiff-kiff. Quand votre dette est détenue par des étrangers, il faut aller les convaincre pour essayer de faire quelque chose. C'est les fameux haircuts ou les réductions de dette de la Grèce. Ça a été des années de négociation parce que le gars dit non, moi je t'ai prêté 100, tu m'en rends 100, il n'y a pas de sujet. Donc nous, on a un peu ces trois trucs. Et dernier mistigris qui rentre un peu là-dedans, c'est que jusqu'à présent, la France était le plus gros émetteur de la zone euro. On émet 350 milliards d'euros par an. Le deuxième, c'était l'Italie, 300 milliards, et puis l'Allemagne, 250 milliards. Donc, quand vous étiez un gros fonds de pension dans le monde, vous achetiez de la dette américaine et vous voulez vous diversifier avec un peu de dette de zone euro. Et vous alliez chez qui dans la dette de la zone euro? Plutôt le français, qui avait une bonne signature et qui en émettait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe depuis un an? La qualité de la signature d'Italie est en train de remonter en flèche. C'est-à-dire que l'Italie aujourd'hui émet de la dette moins chère que la France. Il y a une émission à 5 ans italienne qui était à 2,65, là où la France émet à 5 ans à 2,67. Et l'Allemagne est en train de remonter très fortement ses émissions de dette, puisque c'est le fameux plan à 1000 milliards annoncé par Friedrich Merz de réarmement. Et donc l'Allemagne est en train va passer de 250 milliards de dette nette par an à 350, voire 400. Et donc, elle va rentrer en concurrence avec la France. Et donc, quand vous prenez tous ces éléments, la dette française va devenir moins attractive. Donc, la seule façon de la rendre plus attractive, c'est d'en augmenter le rendement. Et si on augmente le rendement, on accélère le phénomène boule de neige qui est qu'il faut payer plus cher notre dette et donc on paye plus de charges d'intérêt. Voilà le scénario. Je pose un peu tous les bases macroéconomiques. Je parle même pas de la politique là-dedans. Et ça veut dire très concrètement que d'ici quelques années, quelques mois, quelques semaines, à un moment donné, il y a des investisseurs, lorsque la dette française va être émise, qui vont se dire, les gars, en fait, c'est trop risqué, c'est trop cher, je vais vers d'autres types d'investissements. Et donc, l'État ne peut pas se financer sur les marchés financiers. Très concrètement, ça se passe exactement comme ça. L'État, en fait, ce qu'il fait, alors là aussi, c'est pas la même chose que pour un ménage, c'est lui qui fixe le coupon de sa dette. Il va dire, moi, je vous propose la dette 20 ans à 3,50. Et puis après, il y a les banques françaises qui vont consolider la demande de tous les gens qui veulent de la dette française et qui vont faire un book en disant j'ai machin qui propose 3,27, machin qui propose 3,28. Donc les gens bident un peu comme ça et les premiers qui proposent le meilleur prix sont servis. Voilà comment ça marche. Le risque, c'est qu'un jour on propose 3,50 et que le gars qui propose le prix le moins cher, il dise 3,70. Et là, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est l'effet qu'on a connu en Grèce. C'est que comme les marchés sont transparents, ça se sait en une seconde. Et là, les gens qui ont déjà de la dette française, ceux qui l'ont déjà acheté, ils disent, mais en fait, ce bout de papier qu'on m'a vendu à 3,50, il vaut 3,70 ou peut-être 4. Et l'obligation, je ne vais pas rentrer en détail, mais plus le pourcentage de l'obligation est élevé, plus la valeur de l'obligation est basse. Voilà, ça va dans des sens contraires. Donc le gars va dire, mais moi, en fait, on m'a donné un bout de papier qui est pas bon. Et c'est là où le fait qu'il soit étranger va jouer. Il va dire, mais jette-moi ce truc, vends-le. Et donc là, se met en place un mécanisme qui fait qu'il y a un effet boule de neige, ou en tout cas panique qui s'opère. Et votre taux d'intérêt, en fait, sur le marché secondaire, la revente de vos obligations, monte très très vite, et vous êtes plus capable d'émettre de la dette primaire, de réémettre votre dette initiale. Et là, l'État, il a 60 jours de cash. C'est simple. L'État est géré avec 60 jours de cash. Il a 30 jours s'il va piquer dans les caisses des collectivités et de l'assurance maladie. Il y a 90 jours. On émet 15 milliards tous les 15 jours. Donc, si on en rate une, on voit assez vite ce qui peut se passer, ça sera pas immédiat, mais au bout de 3 mois, 4 mois, si vous êtes plus capable de vous fournir en dette extérieure, vous êtes en défaut. Vous êtes quasiment proche d'un défaut. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le défaut, c'est l'État n'a plus le cash pour... alors, il y a plein d'expédients. C'est-à-dire que vous pouvez solliciter le paiement de l'impôt en avance. Il y a des choses, des mesures de dernier recours. Mais dans ce cas, si l'État ne peut pas payer, techniquement, il est en faillite. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter de rembourser
les créanciers. Donc c'est ce qu'on appelle le défaut de paiement, c'est-à-dire que une obligation, c'est de dire tu me donnes 100, chaque année je vais te payer 3%, donc 3, et au bout de 20 ans, je te rends tes 100. Le défaut, c'est de dire soit je te paye pas les 3, mais bon, en général, les États arrivent à servir la dette, les intérêts de la dette. Là où le vrai défaut, en général, il se situe sur le non-remboursement du principal. Donc l'État... Bon, personne n'a envie de rentrer là-dedans parce que ça, c'est un scénario argentin, grec. Donc, ce que fera l'État dans ce cas-là, c'est qu'il ira à la Banque Centrale Européenne, voir les partenaires de l'eurozone et leur demander s'ils veulent bien activer le mécanisme anti-fragmentation de la zone euro et de permettre à la Banque de France, sous l'égide de la Banque Centrale Européenne, d'acheter la dette française. Et donc, l'État dira... j'apporte une dette de 20 ans de 10 milliards à 3,25, la Banque centrale la prend et c'est l'État qui verse à la Banque centrale. Et donc ça permet de calmer les choses. Mais il faut l'aval de tous les pays. Et concrètement, ça veut dire qu'en fait, la France va voir l'Union européenne, dire voilà, ouais, on n'y arrive pas. La Banque centrale, vraiment la Banque centrale. On n'y arrive pas. Aidez-nous. Et c'est-à-dire que eux, ils peuvent dire non. Et en général, ils peuvent dire oui, mais à condition de... Et c'est-à-dire que c'est là que se déroulent des réformes ou des réductions de dépenses. Pas des réformes, mais des réductions de dépenses, puisque dans ce cas de figure, on est plutôt sur de la coupe nette et aveugle. Et en fait, c'est l'Europe qui décide à la place des politiques français de ce qui va se passer. Exactement. Les gens te parlent beaucoup du FMI. Mais en fait, tu n'auras pas le FMI. Ce sera d'abord la Banque Centrale Européenne. Le FMI intervient quand il n'y a pas une zone monétaire. Là, en l'occurrence, ce sera la Banque Centrale Européenne. Le scénario probable, c'est effectivement, on le rate. On doit y aller. Nos partenaires nous disent, mécanisme anti-fragmentation n'a jamais été activé. Le mécanisme anti-fragmentation demande et stipule que c'est un État qui connaît une crise conjoncturelle de sa dette et non pas des problèmes structurels. On n'est pas là-dedans. Et je donne ce petit truc parce que moi, il me fait marrer. Pour entrer dans le mécanisme anti-fragmentation, il faut que l'État ne soit pas sous procédure de déficit excessif lancée par la Commission européenne. Ce qu'on était. Ce qu'on était, et magiquement, je ne fais pas de complotisme de bas étage, mais magiquement, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ait été sorti de cette procédure, on a été sorti en juin de la procédure de déficit excessif. Pour des raisons... Sans raison... Sans raison apparente. Les comptes s'aggravent, donc il n'y a aucune raison apparente de nous sortir de la procédure de déficit excessif. Mais bon... En tout cas, on devient éligible au mécanisme anti-fragmentation. Évidemment, aucun des pays, le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, c'est un pays égale un vote. Alors évidemment, on imagine qu'une crise de cette ampleur-là aurait des dimensions bilatérales entre la France et l'Allemagne et autres. Ce que je veux signifier, c'est que les gens autour de la table, ils vont sûrement pas nous faire un chèque en blanc. Donc ils vont me dire, si vous voulez que la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, sous l'égide de la Banque Centrale Européenne, interviennent et achètent votre dette, les gars, il va falloir juste que vous montrez patte blanche, et donc vous allez faire ça, et pour réduire le déficit de moins 5,4 cette année, et je pense qu'on sera à 6, à moins 2, quoi. Et ça, il faut faire... Ça représente combien de... 120 milliards. 120 milliards au bas mot, juste pour faire moins 4 à moins 2. 120 milliards, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, les retraites en France, c'est 420 milliards par an, donc c'est 5% sur les retraites. La santé en France, c'est 180 milliards, donc il faut faire là aussi 10% sur la santé, pour faire des blocs de 20, parce que s'il faut faire 120, faut pas le faire. Ça veut dire des coupes sèches, nettes, sèches de 10% sur plein de secteurs. Le traitement des fonctionnaires, c'est 320 milliards. Pour aller chercher 15 milliards, c'est moins 5 sur le traitement des fonctionnaires. C'est des choses qu'ont vécu la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, le Portugal. Faut pas non plus croire que ça n'arrive qu'aux autres. C'est des choses qu'ont vécu ces pays-là. C'est des choses qu'ont vécu la Suède en 91, le Canada en 94, la Nouvelle-Zélande. C'est arrivé à des pays aussi. Donc... ça, c'est ce qui arrivera nécessairement. Et c'est terrible parce que dans ces moments-là, il n'y a pas le temps pour être intelligent. Donc, vous regardez les plus grosses masses, vous mettez un pourcentage avec un signe moins devant, et puis vous dites, tu fais ça demain, et sinon, on t'aide pas. Le risque qui est toujours sous-pondéré dans ces scénarios-là, c'est le risque que quelqu'un dise non.
En fait, à des moments, il y a la rationalité joue plus. C'est-à-dire que faut imaginer, on rate une émission de crédit, dans la journée, ça implose. On n'a pas de gouvernement stable. On n'a pas de gouvernement stable. On va à Francfort ouvrir des discussions avec la BCE. Si on arrive avec une posture égo boursouflée en disant non mais jamais nous le peuple français souverain n'acceptera pas ces coupes-là, il y a moyen qu'il y ait des pays qui ne supportent plus d'un point de vue culturel notre absence de discipline. Les Pays-Bas, l'Autriche, quand on dit les faucons de la zone euro, ces gens-là exècrent le fait qu'on soit à moins 6% depuis 6 ans maintenant. Donc, il faut prendre en compte la dimension politique. On aura bientôt sans doute en tout cas une coalition avec l'extrême droite aux Pays-Bas. En Autriche, le pouvoir est détenu par un pouvoir d'extrême droite. Meloni ou même Sanchez en Espagne ne portent pas Macron dans leur cœur. Je veux dire, personne n'a été élu pour aider la France. Exactement. Dans sa dépense publique excessive. Les alliés historiques, par exemple Rutte aux Pays-Bas, des alliés historiques centristes du président Macron ne sont plus là. Donc le jeu est assez spécial quand même. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on sous-pondère systématiquement le scénario du pire, qui serait vraiment l'explosion. Et moi, je pense que le scénario où on aurait les choses serait peut-être le meilleur scénario. En fait, c'est un peu un scénario où on dit finalement, redonnez-nous un petit peu d'alcool, et que dit non, en fait, vous êtes totalement alcoolique, donc on arrête de vous donner des bouteilles et débrouillez-vous. Et là, on est sur quelque chose d'assez inconnu. Ah oui, et surtout, il y a plusieurs inconnus. Quelle serait la réaction politique? Moi, je pense que les politiques, en réalité, n'attendent que ça. C'est mon sentiment profond. C'est tellement facile pour eux de se dédouaner de toute responsabilité et de dire, aller au JT et de dire, chers concitoyens, chères concitoyennes, par la faute de ces affreux néerlandais et allemands, nous allons vivre l'austérité. C'est le confort absolu, c'est le dédouanement de responsabilité. Donc, je pense que les politiques pourrait très bien vivre dans ce monde-là. La question, c'est la réponse populaire. La réponse populaire peut être très négative à des coupes sèches comme ça de cette ampleur-là. Après, les gens peuvent aussi la comprendre. Hein. Là-dessus, à mettre un peu au crédit de la France, mais il y a très peu de pays qui arrivent à se réformer sans la pression exogène. C'est la vérité. Au-delà de l'Allemagne, peut-être sur la période 2005-2015, la plupart des autres pays, je parlais de la Suède, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, ne l'ont fait que parce qu'ils étaient sur le précipice ou même dans le précipice. Et nous, aujourd'hui, comme on est protégé par la Banque Centrale Européenne, on a du mal à admettre le précipice. Donc, je pense que c'est pas totalement comment dire. Il n'y a pas une particularité ou une spécificité ou une particularisme français à renacler devant l'effort. La plupart des pays sont quand même dans ces logiques-là. Quand on arrive, il faut vivre ce moment-là. C'est juste que ce sera pas intelligent. Et donc, les coupes pas intelligentes, elles aident pas à la croissance de long terme du pays. La coupe intelligente, c'est de réduire le poids de l'État en ne renouvelant pas les fonctionnaires qui partent à la retraite, en mettant de l'aide digitale et de l'IA dans tous les services publics, en remettant la dépense sur la recherche et l'investissement. Bref, ça, c'est l'intelligence. Changer de modèle, en fait. C'est changer de modèle. Quand on est en situation de crise, on fait des coupes claires. Alors, après, ça peut avoir des vertus positives. Je pense que aujourd'hui, un des problèmes de la France, c'est que tout le monde sait que ça va arriver. Personne n'a envie d'être le premier à payer pour ça, donc personne n'a envie de faire les efforts. Et tout le monde est attentiste. On n'embauche plus, on n'investit plus, on ne consomme presque plus, les taux d'épargne explosent. Donc en fait, une partie de la sous-performance économique actuelle, elle est liée à cet état de fait. Et donc je pense que le purger peut avoir des effets positifs forts. Le seul truc, c'est le purger pour rester dans l'équation où, ok, on enlève 5% ou 10% sur les retraites, mais on n'a pas réaugmenté le budget de l'éduc, pas réaugmenté le budget de l'éduc pour l'éduc, mais le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. On aura gagné on aura fait qu'un petit bout du programme, du chemin, et c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, s'il faut en passer par là, on y passera. Mais on a l'impression que conceptuellement, beaucoup disent voilà, on sait que le modèle, il appauvrit les Français, et on en a parlé tout à l'heure sur le coût de l'immobilier comme sur le coût de l'alimentation, etc., où en fait on a un modèle qui dépense beaucoup, ce qui paraît paradoxal pour un certain nombre de personnes, dire ouais, mais l'État dépense plus, et le citoyen reçoit moins. Et en fait, c'est parce que l'État dépense plus que la dynamique circulaire de l'économie
s'enraye et que au fond, il y a de moins en moins de création de richesse. Donc, in fine, il y a de moins en moins pour les gens et tout coûte plus cher. Et qu'on a en fait ce phénomène qui arrive de dire on sait que le pays s'appauvrit, on sait qu'on peut pas payer éternellement, on sait qu'on a un endettement, mais et c'est d'ailleurs le Premier ministre François Bayrou qui l'a dit, il a dit si les Français savaient vraiment la réalité des comptes, ils seraient encore plus mécontents. Mais que autour de la table, il y a alors probablement un poids des habitudes, de dire ça fait 15 ans, depuis 2008, qu'on dit la solution passe par l'Europe, on s'endette avec l'Europe, on est protégé par la zone euro, c'est pas grave, etc. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme vous disiez, ça ne réduira pas, ça réduira le problème de court terme, mais ça ne résoudra pas le problème de long terme. Et j'ai l'impression que on reste sur quelque chose qui est quand même un manque de créativité, un manque de chemin et de vision sur comment on adapte le modèle pour qu'il soit compétitif, alors qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus compétitifs, qui connaissent la croissance. En Europe, la Pologne, au Moyen-Orient, il y a plein de pays qui sont très dynamiques. Les États-Unis reprennent un chemin de croissance assez soutenu. Sur l'immobilier, on voit d'ailleurs qu'il y a plein de pays qui construisent des tours très modernes, des pays d'Asie, Jakarta, des villes chinoises où on a l'impression que c'est futuriste. Nous, on a l'impression que nos politiques manquent un peu de créativité. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est compliqué. Moi, je pense qu'on a un vieux pays et donc on ne peut pas avoir la même énergie que des pays plus récents qui n'ont pas connu cette situation de confort matériel qu'on connaît aujourd'hui et depuis longtemps. On vit trop bien. Évidemment, ça fait hurler parce qu'il y a des gens qui vivent pas bien en France, c'est vrai. Mais la moyenne vit très bien. Quand on regarde la consommation, prenez un pays comme la France et l'Italie. L'Italie, c'est un pays où depuis quasiment 20 ans, la classe moyenne a énormément comprimé sa consommation. Ils partent pas en Thaïlande tous les 15 jours, ils achètent pas des iPhones. Aujourd'hui, en France, vous avez 8 millions de Français qui sont partis en Thaïlande depuis l'an 2000. C'est ça, les entrées de la France vers la Thaïlande. Vous regardez les dépenses de tourisme en Europe, les plus élevées d'Europe, c'est les Français. Alors qu'on est moins nombreux, en valeur absolue, je parle. Donc, on est un pays gâté et les gens gâtés ont du mal à se mettre dans la situation d'une réforme. On a donc ça, c'est un premier point. Donc ça, comme je disais, et c'est pas que propre à la France. Historiquement, c'est depuis la chute de Rome, quoi. C'est au bout d'un moment, quand vous êtes gâté, c'est cette phrase, hein, hard times make tough men. Tough men, good times. Good times, weak men. Et voilà. Bon, le deuxième point, c'est qu'on est un pays qui a énormément été dépendant de l'État dans sa réussite. Depuis la reconstruction de la Seconde Guerre mondiale, la France s'est élevée grâce à l'efficacité opérationnelle de son État et grâce au talent des gens qui allaient au service de l'État. Depuis les années 80, les gens de talent ne vont plus au service de l'État. L'État au sein de la haute fonction publique comme de la politique. Et donc, quand vous êtes très dépendant de la qualité des gens, de cet outil, et donc de facto de la qualité des gens qui opèrent cet outil, quand la qualité des gens qui opèrent cet outil se dégrade jusqu'à arriver au niveau d'aujourd'hui, et encore, je pense que la prochaine génération de politiques, ce sera encore pire. Quand on voit les gens qui suivent quelque part les pas du cursus honorum de la politique, donc les assistants parlementaires et autres, on n'a même pas encore idée de ce qui arrive, quoi. En fait, vous en payez le prix. Et ça a été très vrai pour la France, c'est très vrai pour le Royaume-Uni, qui est un pays qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau, qui souffre énormément de la dégradation de la qualité de son État et de sa classe politique. C'est des pays centralisés, historiques, qui aujourd'hui sont des pays qui malheureusement doivent subir, et il n'y a pas de fatalité, mais je pense je vois pas comment on échappe à un reboot très fort, et ce reboot il s'opérera notamment par les marchés financiers et le fait que les gens vont cesser à un moment d'accepter de financer notre train de vie en tant qu'État. Merci beaucoup, Romain Glaton. Merci.